Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 15 novembre. Découvrir des œuvres des 17e et 18e siècles au cœur de la chapelle royale du château. Voilà ce que propose le Centre de musique baroque de Versailles chaque jeudi au chant, les pages et les chantres du CMBV. Un soldat vend son âme au diable contre un livre qui prédit l'avenir. À l'origine de l'histoire du soldat, Igor Stravinsky et Charles Ferdinand Ramuz, la compagnie Nkovda l'adapte pour sa nouvelle création. Et les Yvelines seront représentées au championnat national de breakdance. Sur scène, Kélis Véry, un jeune Vicinois, nous l'avons rencontré. Les feuilles mortes à bicyclette ou dans les plaines du Far West. Quelques titres célèbres d'Yves Montand, le chanteur et comédien disparu en 1991. Mais est-ce que vous saviez que son nom de naissance est Yves Olivier et qu'il a fui l'Italie fasciste avec ses parents en 1923 ? Depuis un an, une comédie musicale retrace l'histoire de l'artiste, comment il est devenu Yves Montand, mais aussi celle du début du XXe siècle. Un mot avec Christos Mitropoulos, l'un des créateurs et comédiens. On trouvait que c'était une histoire avec Ali Bouguerba, avec qui j'ai écrit l'histoire. On pensait que c'était plus intéressant et ça nous a plus intéressé de raconter la partie de sa vie, l'ascension, comment le jeune Yves Olivier va devenir le grand Yves Montand. La musique accompagne la vie de Montand et du coup, nous, l'histoire se réfère aussi à la musique. Et donc, ce n'est pas forcément que la musique de Montand qu'on va entendre. On va entendre aussi du Fred Astaire, puisqu'il a grandi avec Fred Astaire, ou des chants communistes italiens. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. La télévision, tout un symbole pour des générations, celle de nos parents et grands-parents qui ont connu la télé à tube cathodique, l'arrivée de la couleur ou les premiers pas de l'homme sur la Lune. Une exposition au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines permet de redécouvrir cette époque et questionne sur notre rapport à la télévision aujourd'hui. Camille Lambert. Pour les plus jeunes, ces téléviseurs peuvent avoir l'air de venir d'un autre monde. Des années 50 à aujourd'hui, la télévision a bien changé dans son contenu et dans sa forme, en témoigne Spoutnik. Ce téléviseur de Philips a connu son heure de gloire dans les années 60. C'est un téléviseur qui date de 1969 et qui est tout à fait emblématique de l'évolution du poste de télévision dans les années 60 avec l'apparition de nouveaux matériaux comme notamment le plastique qui remplace le bois pour ceux de la génération précédente. Et puis cette forme tout à fait épurée, futuriste, faite dans une simplicité de forme. C'est dans les années 70 que les Français s'équipent massivement de ce nouveau média. Le musée de la ville raconte son histoire dans une exposition. Le rôle de la télévision a été essentiel lors de la création de Saint-Quentin en Yvelines. Notamment par l'intermédiaire du CRAB et de la BAX, qui étaient des associations, des structures locales, qui ont permis d'utiliser l'audiovisuel, et en particulier l'image télévisuelle, comme outil d'expression de la population vis-à-vis de la construction de cette ville nouvelle qui était en train de se construire. Un retour nostalgique au temps où les téléviseurs trônaient fièrement dans les salons. C'est désormais dans nos poches ou notre sac qu'ils se déclinent. Une nouvelle génération toujours aussi portée sur les écrans. Le château de Versailles vous invite à un voyage dans ses jardins. Une exposition pensée avec le palais de Tokyo. Jusqu'au 7 janvier, 17 artistes contemporains exposent dans les bosquets du domaine royal. Pour cette 10e exposition, sculpture, installations sonores, œuvres évolutives, reportage. C'est dans le bosquet de l'Arc de Triomphe que débute le voyage. Un sphinx y trône, celui de Marguerite Humeau, l'une des 17 artistes qui composent ce voyage d'hiver. Ce récit suit les mouvements des saisons, les mouvements de la nature auxquels le château de Versailles est identifié. C'est toujours montrer que la création, naturellement, a toute sa place au château de Versailles et qu'elle n'est en aucun cas en opposition avec le patrimoine, mais qu'au contraire, le présent et le passé
se servent de miroirs réciproques. C'est merveilleux de travailler sur le changement de la saison et d'en faire un symbole qui était très conscient chez les artistes qui ont conçu le parc de Versailles. C'est l'équivalence entre un état intérieur et un état de la nature. Il fallait montrer ce qu'était la sculpture contemporaine, dans la diversité de ses matériaux, de ses installations. Donc on a choisi les meilleurs artistes de générations diverses, de pays divers. Une progression émotionnelle où se mêle la solitude mélancolique d'une tête esselée, celle pensée par l'artiste néerlandais Mark Menders, à la sculpture paradoxale et fragile de David Altmage. J'aime quand les choses sont pas figées dans un moment, mais plutôt qu'elles donnent l'impression qu'elles sont tout le temps en transformation continuelle. J'ai pris la décision de pas m'inquiéter justement de pas faire une sculpture de bronze parce que c'est la chose la plus évidente quand on présente une sculpture à l'extérieur, bronze, tout ça, mais plutôt de faire quelque chose de complètement inattendu et d'utiliser des matériaux super fragiles, des matériaux mixtes, colorés. Des œuvres parfois évolutives dans le temps, des créations monumentales pour voir le temps d'un hiver, les jardins d'un domaine magistral d'un autre œil. Tite-Louz, Lully ou encore Marc-Antoine Charpentier sont au programme des jeudis musicaux. Chaque semaine, les 40 chanteurs du Centre de musique baroque de Versailles se produisent à la chapelle royale du château de Versailles. Pour en parler avec nous, Denise Krobala, administrateur de la maîtrise Les Pages et les Chantres. Bonjour. Bonsoir. Alors, les jeudis musicaux ont débuté la semaine dernière, le 9 novembre, et pour cette saison 2017-2018, il y a 24 concerts de programmés. Voilà, exactement. C'est un concert que l'on propose toutes les semaines, de début novembre à début juin, le jeudi à 17h30 à la Chapelle Royale, qui est un écrin absolument somptueux pour écouter de la musique. C'est la chapelle telle que l'a pensée et voulu Louis XIV et qui a été inaugurée en 1710. Et donc, dans cette acoustique extraordinaire, on propose un concert de musique baroque toutes les semaines. Et la chapelle royale, en plus, c'est un lieu qui se visite soit en groupe, mais quand on est en visite libre au château, on ne fait qu'y passer, on ne peut pas entrer à l'intérieur. C'est aussi le moyen de découvrir autrement le lieu. Exactement, tout à fait, parce que c'est un lieu dont la richesse architecturale, du programme également, de fresques, de peintures est absolument extraordinaire. Et donc avoir la chance d'entendre les musiques qui ont été composées, pensées, conçues pour ce lieu, dans le lieu même, est quelque chose d'assez extraordinaire pour l'ensemble du public chaque semaine. Et au chant, 40 chanteurs, les pages et les chantres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont-ils ? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce chœur qu'on a reconstitué donc au Centre de musique baroque de Versailles il y a de cela maintenant plus de 25 ans est une évocation en fait du chœur de la Chapelle Royale sous Louis XIV, qui était un chœur composé d'enfants qui chantaient les parties les plus aiguës, les parties de dessus, et ensuite de voix d'hommes qui chantaient toutes les parties des tessitures masculines. Et aujourd'hui, ce chœur, il est composé d'une part donc d'enfants, les pages, qui sont des élèves en classe à horaire aménagé, qui sont tout d'abord en classe en primaire à l'école Vapler à Versailles et ensuite au collège Rameau. Et puis les adultes, eux, ce sont des jeunes chanteurs professionnels qui se destinent à une spécialisation en répertoire baroque et qui vont passer chez nous de 2 à 3 années de formation à temps plein au sein du CMPV. Voilà. Donc pour les plus jeunes, les pages, ces concerts, les jeudis musicaux, c'est peut-être aussi un premier pas face au public ? Absolument, c'est une expérience extraordinaire de pouvoir chaque semaine quasiment se présenter comme cela en public, aussi bien en tant que choriste comme soliste d'ailleurs, parce qu'un certain nombre développent des capacités vocales qui leur permettent déjà de chanter en soliste, et c'est cette expérience qu'on partage avec le public chaque semaine. Alors, tout à l'heure, j'ai donné 3 noms de compositeurs. Qu'est-ce qu'on chante la musique baroque ? C'est le XVIIe et XVIIIe siècle. Quels sont les grands compositeurs ou peut-être ceux un peu oubliés ? Alors bien sûr, il y a beaucoup de compositeurs très connus qu'on va retrouver tout au long de l'année, comme Lully, Charpentier. Mais l'objectif du Centre de musique baroque de Versailles, c'est aussi de mettre en œuvre tout ce travail de recherche auprès de compositeurs qui sont complètement tombés dans l'oubli depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et par exemple, cette année, on va donner au château de Versailles des compositeurs comme Philippe d'Orléans, le régent, qui lui-même donc s'était formé à l'écriture de la musique et a écrit une tragédie lyrique qu'on va donner pour un certain nombre d'extraits en avril prochain. Je pourrais citer encore Pierre-Louis Poliot, c'est un nom qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Eh bien, c'était le maître de chapelle de la cathédrale de Beauvais et il a écrit des motets absolument somptueux au mi-temps du XVIIIe siècle à peu près. Et là, on les fera redécouvrir en février prochain en collaboration avec le Conservatoire de Paris et le CNRS. Donc, en fait, des œuvres qui ont maintenant 300 ans
sont en fait des inédits. Voilà, on les retrouve. exactement. Comment vous les retrouvez Alors, les musicologues, donc les chercheurs du Centre de musique baroque de Versailles ou les chercheurs associés avec lesquels on travaille dans d'autres institutions, continuent de faire l'état des archives disponibles en France et à l'étranger et de retrouver régulièrement des œuvres que l'on pensait avoir perdues. Et par exemple, la semaine dernière, on a redonné une messe polyphonique de Jean Titlouse, qui était maître de chapelle à la cathédrale de Rouen au début du XVIIe siècle. Et cette messe qui a été éditée en 1626, eh bien, on l'a retrouvée en 2016. Voilà, donc ce sont de vrais inédits en l'occurrence. Alors on disait il y a 24 dates jusqu'en juin, sauf erreur de ma part. Mais toutes ne sont pas assurées par le CMBV, par la maîtrise, puisque vous avez des partenaires, et notamment demain, le 16 novembre, il y aura les intermèdes de Monsieur de Lully, et ce sera les conservatoires à rayonnement régional de Paris de Versailles, et celui départemental de Paris-Saclay. Exactement. Donc un certain nombre de dates ne peuvent pas être assurées par les pages et les chantres eux-mêmes parce que nous avons aussi des productions professionnelles à mettre en œuvre et ce sera le cas d'ailleurs samedi prochain à la Chapelle Royale. Donc jeudi, là, l'audition va être assurée par les conservatoires de Paris, de Versailles et d'Orsay pour un programme orchestral avec les 24 violons du roi. Ce sont des instruments que l'on a fait reconstruire au Centre de musique baroque de Versailles et sous la direction du violoniste Patrick Cohen-Akénine, eh bien les étudiants de ces 3 conservatoires vont interpréter des suites orchestrales de Lully, extraites de Psyché et des Amants magnifiques. Alors il y a un côté pratique qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut noter, c'est que c'est entièrement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le prix du billet de l'entrée du château. Exactement, c'est une chance vraiment pour le public. Chaque semaine, nous avons entre 400 et 500 spectateurs qui viennent assister à ces concerts gratuitement. Donc on se présente à l'entrée du château à partir de 17h. On ne s'acquitte pas donc d'un billet de visiteur et on rentre directement dans la Chapelle Royale pour assister à un concert qui va durer entre 1h et 1h15 avec soit le chœur ou des ensembles instrumentaux. Et puis on a l'occasion également chaque jeudi d'entendre le grand orgue Clicquot qui est joué par un étudiant du CNSM de Paris. Donc des rendez-vous à ne pas manquer, il y en a 24, il y a toujours l'occasion d'en voir au moins un. Merci Denise Krobala. Merci Alors les jeudis musicaux, c'est donc tous les jeudis à 17h30 à la Chapelle Royale. On reste à Versailles avec là aussi un concert. C'est le premier de l'association Art, Corps et Âme. Elle a été fondée par la pianiste versaillaise Christine Généraux. Ce samedi 18 novembre, les artistes interpréteront notamment Mendelssohn et Rachmaninoff. Il a seulement 15 ans et il évolue à un niveau national. Kélis Viry, un jeune vicinois, participe au championnat national de breakdance. Marlène Iapichino et Nicolas Dandry l'ont rencontré pour nous. Des étirements, de la concentration et des prises de notes. À l'âge de 15 ans, Kélis prend ses entraînements au sérieux. L'enjeu est de taille, il est qualifié pour le championnat de France de breakdance. Alors pour être prêt, la stratégie est bien rodée. Au début de l'entraînement, je mets mes sons à moi que j'ai dans ma playlist, je mets au hasard. Et en fait, après, au milieu de l'entraînement, je vais sur YouTube et je mets des sons que je connais pas pour que je puisse m'habituer à danser sur différents styles de sons parce que ça va pas toujours être le même son. Cette discipline, il la partage avec toute sa famille. Quand les coachs ne sont pas là, ce sont ses frères et sœurs, eux-mêmes breakdancers, qui lui corrigent ses gestes avec une grande complicité. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on est liés. On a souvent des codes pour se motiver. Et puis, nos trainings, faut savoir qu'ils ne sont jamais vraiment sérieux en général. On fait toujours un peu les cons. En fait, on est liés et c'est ça qui nous rend... qui fait un peu notre force, je veux dire. En sportif accompli, Kélis troque parfois les baskets de breakdance pour les crampons. Il évolue comme milieu droit dans l'équipe de Voisins le Bretonneux depuis septembre. C'est vraiment un sport qui me plaît. J'aime bien la vitesse, tout ce qui est jeu technique. Et ce que j'aime surtout, c'est l'esprit d'équipe collectif, surtout quand on gagne. Une fois encore, Kélis n'est pas seul. Sa famille est au bord du terrain pour l'encourager. On l'aide vraiment tout le temps au quotidien. Après, on lui permet aussi de se détendre un peu à côté, de ne pas que penser à ça parce que après, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment là au quotidien, peu importe ce qu'il y a, quoi. Rendez-vous le 18 novembre sur la piste de danse de Liévin dans le Pas-de-Calais pour les championnats de France de breakdance. Kélis, blessé l'année dernière, a hâte d'affronter ses adversaires. On poursuit ce magazine avec nos 2 nouveaux invités, un peu de musique, un peu de théâtre, un mélange autour d'Histoire du soldat qui se joue actuellement à la batterie de Guyancourt. C'est un hors les murs de la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Une version est proposée par la compagnie Nkauda avec vous, Godefroy Segal. Vous êtes metteur en scène et vous faites le récit.
de cette création. Bonsoir. Bonsoir. Et les solistes de Versailles, dont vous faites partie, Marielle Lemonnier, vous êtes pianiste. Oui. Bonsoir. Alors, Histoire du soldat, c'est un quatuor sur scène pour raconter l'histoire de Joseph, un soldat qui vend son âme au diable. Est-ce que c'est ça ou il y a une erreur? Non, c'est ça. Enfin, on peut dire un quatuor. Après, c'est entre comédiens, musiciens, voilà, trois musiciens et donc un comédien, un récitant, pour raconter cette histoire qui, à l'origine, avait été composée pour 7 musiciens et 4 comédiens. Alors comment ça s'adapte justement? Vous avez réduit la taille déjà des comédiens, des musiciens aussi. Vous avez dû réapproprier, réécrire peut-être des partitions, vous réadapter le texte? Moi, sur le texte, sur la musique, je serais incapable de quoi que ce soit. Mais non, sur le texte, il y a peut-être à contre-cœur une partie qu'on n'a pas reprise du texte de Ramuz, et encore vraiment à contre-cœur. Mais sinon, la durée du spectacle est quasi la même que quasi identique que l'origine. Oui, bien sûr. Et en musique, alors, passer de 7 à 3? Mais écoutez, au départ, donc c'était écrit effectivement pour 7 musiciens. Donc c'est vraiment un ensemble qui se rapproche plutôt d'un ensemble de jazz plutôt qu'un ensemble classique. Et finalement, il n'y a pas de piano dans la version originale. Mais le piano apporte des couleurs nouvelles, des attaques nouvelles, et peut exprimer beaucoup de choses aussi, et notamment la percussion. Donc non, la version trio s'adapte tout à fait, oui, absolument. Alors c'est une œuvre composée par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Ferdinand Ramuz, vous avez dit. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là? Pourquoi Histoire du soldat? Je pense que c'est quelque chose de commun, et c'est vrai que je pense qu'on pourrait tous le dire. Il se trouve que voilà, c'est une histoire que moi je connais depuis que je suis enfant, que j'ai toujours écoutée au même titre peut-être que Babar, que le Carnaval des animaux. C'est quelque chose qui est, contrairement d'ailleurs à d'autres œuvres, finalement, l'histoire du soldat, en tout cas elle m'a accompagné. Elle m'a accompagné toute ma vie. Enfin, je pense que c'est quand on découvre. Vous n'avez pas hésité? Quand on découvre Stravinsky, Ramuz a eu une influence, parce que moi je vais parler peut-être du côté littérature, moins du côté musical, mais il a une influence majeure. C'est-à-dire que je vois les poètes sur lesquels il m'a amené finalement cette oreille jeune. Quand j'étais enfant et que je l'écoutais, ça m'a fait comprendre la littérature, ça m'a ouvert après très très rapidement à des poètes comme Norge, Prévert, et puis le sens finalement du rythme dans le mot, ce qui est, mais chez Ramuz, juste hallucinant. C'est-à-dire que la musique dans le verbe est peut-être plus importante finalement que ce qu'elle raconte. Alors justement, je vous propose qu'on en regarde un extrait. C'est une médaille en argent doré, avec Saint-Joseph, son patron dessus. Ah non, tant mieux! Va toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sort un miroir, tout juste si on peut s'y voir. Et c'est un spectacle musical à voir dès 8 ans. Ça s'adapte bien aux enfants. Sublime, tu veux répondre, c'est Écoutez, génial. musicalement, c'est extraordinaire. Parce que c'est une musique qui est extrêmement spontanée, qui est peut-être, comme disait Godefroy tout à l'heure, peut-être même plus accessible pour des enfants de 8 ans qu'aller écouter du Mozart, par exemple. Parce que c'est une musique qui n'a pas de transition, qui est brute et qui a une énergie rythmique considérable. Et pour les enfants, et puis ça touche vraiment l'aspect le plus même primitif de l'être humain, et les enfants, ils sont très sensibles. Donc au contraire, bien au contraire. C'est ce qui caractérise souvent Stravinsky, on connaît surtout le Sacre du printemps. Oui. Donc finalement, voilà, ces rythmes attachent l'enfant, accrochent, et ça repart sur le texte. Comment vous avez fait la jonction entre les deux? Comment ça se travaille? Déjà, si je peux me permettre, il n'y a même pas
c'est tellement bien écrit, il y a tellement une osmose entre le texte et la musique, c'est-à-dire que le théâtre fait partie du concert et le concert fait partie du théâtre. Le comédien, d'ailleurs Godefroy, qui est un comédien exceptionnel, n'est pas seulement comédien, il est aussi musicien, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a toute cette musique et la couleur des sons qui est bien plus important parfois même que le sens. Et la musique parfois décrit, elle est descriptive, mais parfois aussi elle raconte une histoire. Par exemple, il y a le passage du soldat qui vient guérir la princesse. C'est vraiment la musique qui va narrer finalement ce passage. Merci à tous les deux. Alors pour découvrir ce qui arrive à Joseph, rendez-vous à 15h ce samedi à la batterie de Guyancourt. Cette semaine, c'est Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt qui vous donne rendez-vous. Écoutez. Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est évidemment la 3e édition du Festival Saint-Quentin, avec 4 événements au Ciné 7. Vendredi soir, Ce qu'il faut de silence, un documentaire sur la genèse, on va dire, d'un opéra, Entrée libre. Samedi à 18h30, on aura le plaisir de recevoir Youssef, qui a fait l'objet d'un film réalisé par un réalisateur, évidemment, qui sera aussi présent, Youssef Le Gambry, donc qui viendra aussi jouer de son instrument artisanal, fabriqué chez lui, avec les moyens du bord. Dimanche matin à 10h30, la petite musique des bruits, ainsi des filous pour les tout petits autour de la musique, donc le thème du festival. Et l'après-midi, entrée libre aussi, réservation au 01 30 51 03 02. La clôture du festival à partir de 16h en partenariat avec l'école de musique qui nous jouera des morceaux de musique de film dans la salle. Ensuite, la projection du documentaire sur Pierre Barou et la remise des prix du festival. Tout ça suivi par un petit cocktail. Voilà, j'espère à cette semaine dans nos salles. Le festival Saint-Quentin se déroule sur tout le territoire de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au dimanche 19 novembre. Plusieurs jours de projection qui se termineront par une remise des prix. Luc Beaucamp vous en a parlé, mais le point, on le fait avec Thierry Barbedette, le directeur de TV78. Sur le plan du documentaire, déjà TV78 coproduit beaucoup de documentaires sur la musique, notamment un qui sera diffusé en clôture sur Pierre Barou, qui est un très beau documentaire qui a eu le prix SACEM. C'est un festival, il y a des gagnants, il y en aura 4 cette année, donc il y a toujours le prix des cinémas, le prix 3IS, le prix TV78 et cette année il y a le prix du public, prix spécial du public. Donc voilà, on peut voter sur le site internet 51.fr et tous les documentaires peuvent être choisis par les téléspectateurs et les spectateurs et les internautes. On débute cet agenda avec une soirée placée sous le signe du rire au Scarabée de la Verrière. Steph est en pleine forme et elle vous invite au cabaret pour une soirée musical. Des airs jazzy, une bonne dose d'ironie, regardez. J'aurais groové I love you baby et vous seriez resté bouche bée. J'aurais arraché ma fourrure, là vous seriez parti, c'est sûr. Sinon pour toi le boulot, ça va? Intermittente, moi je pourrais pas. T'as pas tenté de laisser tomber, prendre un travail, tu sais, un vrai? À la pêche au mal, j'irai plus jamais maintenant. Les gars de Brestic, tic-tic, prendront plus le pognon de maman. Les gars de Brestic, tic-tic, prendront plus le pognon, maman. La Meurize de Trappes ouvre sa scène aux musiciens amateurs et confirmés. Ce samedi, c'est la 3e édition de Fête des groupes, un tremplin musical. À la fin du concert, le public et le jury votera pour son groupe préféré et le vainqueur sera programmé lors de la fête de la ville. Au Prisme, c'est le cirque qui est à l'honneur avec la première création du cirque Leroux, un mélange de huis clos, de cabaret et de cirque dans les années 30 avec des acrobaties de haut niveau, regardez.
Au Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pourrez écouter l'Orchestre Philharmonique de Radio France. 3 compositeurs sont à l'honneur, Luigi Nono, Gérard Pesson et Claude Debussy. Et on termine nos rendez-vous culturels avec une conférence un peu particulière. C'est au château de Rambouillet. Et vous pourrez échanger et assister à un défilé sur l'histoire du costume au XVIIIe siècle. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le magazine est à revoir sur notre site internet ou notre application mobile. À mercredi prochain.